C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement. Avec vous, nous allons découvrir à travers ce rendez-vous les initiatives qui témoignent de l'Afrique résiliente et innovante, un continent qui bouge. Le point de l'actu, la première partie reviendra sur les principales informations de la semaine et le best-of vous proposera un bout de nos différentes productions. On démarre tout de suite avec le Maroc. Au Maroc, à l'occasion de la Journée internationale du don d'organes, une quinzaine de jeunes membres de l'Association des voyageurs amateurs de la marche ont signé un document qui est venu officialiser leur attachement à cette noble cause. Le récit est de Souel Jalil. À l'occasion de la Journée internationale du don d'organes, une quinzaine de personnes siègent devant le tribunal de première instance de Tanger. Objectif : signer un procès-verbal de la Cour leur accordant droit de don des organes et tissus humains. C'est un événement sans précédent au niveau national. Jamais on n'a eu autant de signataires en un seul jour. C'est un acte de grande charité, le fait de donner ses organes et donner la vie à d'autres personnes. La procédure est simple, vous venez au tribunal et vous apposez votre nom, c'est tout. Une initiative lancée par l'Association des voyageurs amateurs de la marche, l'occasion également de sensibiliser le reste des citoyens au rôle de ce travail humanitaire dans la consolidation des valeurs de solidarité et d'abnégation. Restons dans le royaume où de nombreuses associations de lutte contre le cancer s'activent en ce mois d'octobre pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Exemple au centre d'oncologie Ahmad bin Zayed Al Nahyan de Tanger. Reportage de Souel Jalil et Triss Boussiran. Nous sommes au centre d'oncologie Ahmad bin Zayed Al Nahyan de Tanger. Médecins, infirmières, praticiens et patientes insistent sur le rôle primordial des examens de dépistage du cancer du sein au programme de cette journée d'Octobre Rose. Actions sociales, ateliers de bien-être au profit des patientes et méthodes gratuites de dépistage. Actuellement, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein et grâce au dépistage et au diagnostic précoce du cancer du sein, 9 patientes sur 10 peuvent être traitées correctement. Avec seul mot d'ordre, le dépistage précoce, les oncologues du centre ont dispensé des sessions de vulgarisation et de sensibilisation. Car en effet, si détectés à temps, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris. En Côte d'Ivoire, la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain à Abidjan. Au cours d'une rencontre tenue lundi dernier, les organisateurs de l'événement se sont prononcés sur les défis et innovations de cette édition. Suivons notre reportage. L'agriculture occupe 20% du PIB de la Côte d'Ivoire et plus de 60% de la population active du pays travaille dans ce secteur. Pour accroître les investissements et valoriser les métiers liés à ce domaine, l'État ivoirien a donc initié le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Placé sous le thème Agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine? La 5e édition du dit salon veut stimuler l'intégration des outils intelligents et des innovations technologiques dans le secteur agricole. Autre innovation, nous allons ouvrir un espace pour que ces startups-là viennent exposer également leurs innovations et faire de la démonstration sur le Sahara. Deuxième innovation, c'est la présentation des opportunités d'investissement qui figurent dans le programme national d'investissement agricole pour pouvoir collecter des investissements pour financer les différents projets de ce programme national d'investissement agricole. Avec l'engouement qu'il suscite, les organisateurs entendent augmenter les dimensions du salon avec 12 hectares de superficie. Plus de 800 exposants et 350 000 visiteurs y sont attendus. Fluidifier la circulation, réduire les accidents et en même temps garder un œil sur la ville de Niamey. D'ici quelques semaines, cette tâche reviendra au feu tricolore. Ils seront près d'une cinquantaine à équiper les différents carrefours de la capitale nigérienne. Dotés de batteries solaires et de caméras intégrées, leur mission sera d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais surtout de réguler un trafic qui en aurait bien besoin. Plus de détails avec Jean-Djibril William. Des véhicules stationnés devant un feu pourtant obsolète depuis plusieurs années, plusieurs mètres de bouchons dès les premières heures du jour, tel est le quotidien des usagers du rond-point ENA dans le centre-ville de Niamey. Mais à seulement quelques mètres, c'est un nouveau chantier qui risque de changer la donne. Bientôt, ce carrefour très fréquenté sera équipé de nouveaux feux optiques, des travaux qui devraient s'élargir à 22 autres sites identifiés dans la capitale.
Et tout le monde connaît donc l'embouteillage, les difficultés que les usagers de la route ont à cet endroit, mais aussi à plusieurs endroits donc, de la ville de Niamey. Tous ces endroits ont été recensés. En plus de fluidifier la circulation, les nouveaux feux tricolores seront également les yeux de la ville. Le projet vise en tout 46 intersections de la capitale d'ici à la fin de l'année. De quoi renforcer la surveillance de la ville et réduire le nombre d'accidents qui font plus de 800 victimes chaque année. Parlons toujours d'infrastructures routières. Au Gabon, le gouvernement a lancé son chantier de réhabilitation de la route nationale au port de Libreville qui s'étend sur une centaine de kilomètres. Le projet vise à fluidifier le trafic routier, coût des travaux 110 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Ahmad Evakabeni. Longtemps décriée par les populations gabonaises, la route nationale 1, reliant l'intérieur du pays à la capitale, quelques années antérieures, sur plusieurs centaines de kilomètres, constitue un véritable point noir pour les automobilistes, causant de nombreux dégâts techniques et plusieurs accidents du fait de sa sinuosité. Aujourd'hui, en phase de réhabilitation, ces travaux devraient aller jusqu'au bout pour mettre tout le monde d'accord. Selon le gouvernement gabonais, ce sont plus de 110 milliards de francs CFA, soit près de 169 millions d'euros, qui seront affectés au projet routier pour faciliter le réseau commercial du pays. C'est un projet significatif, c'est un projet rassembleur pour la cohésion du pays. Donc les travaux que nous faisons viennent juste pour améliorer les conditions en attendant l'accomplissement de l'ensemble des procédures, l'ensemble des étapes, tout ce qu'il faut dans l'objectif de mettre en place des contrats avec les différentes sociétés qui seront adjudicatrices. 90% du réseau routier gabonais n'est pas bitumé, par conséquent impraticable en saison pluvieuse. Le lancement de ces travaux représente peut-être la fin de ces innombrables nuages de poussière. Toujours dans ce pays de l'Afrique centrale, Libreville se dote d'un nouveau marché 100% produits locaux qui vise à encourager les coopératives et agriculteurs indépendants à produire davantage afin d'inciter les Gabonais au retour à la terre, à une autonomie alimentaire et à la création d'emplois. Retrouvons Ahmad Evakabeni. Sous l'ombrage de sa mini-roulotte à viande fraîche, Maxime a un rêve. Effacer les clichés d'un Gabonais non actif en proposant aux gourmands des sandwichs street food. Inspiré au Ghana en 2010 avec son collectif d'amis, ce jeune entrepreneur gabonais a décidé de se spécialiser dans ce type de prestations, dit coupé-coupé ou encore soya. La particularité de nos sandwichs, c'est qu'on y ajoute des légumes. Car on croit l'importance des légumes dans le développement du métabolisme humain. C'est important. Se nourrir, c'est important. Et en parlant des objectifs de développement durable initiés par le système des Nations Unies pour une faim zéro dans le monde, le Gabon inaugure son premier marché agricole où on y trouve des produits locaux made in Gabon en vue d'alléger le budget du panier de la ménagère et de réduire le taux croissant de malnutrition dans le pays. À côté des initiatives entreprises par les autorités et les adultes, les enfants et jeunes du Mali ont décidé de prendre part à la lutte contre le phénomène du mariage précoce qui freine le développement de nombreuses jeunes filles. Ils sont allés à la rencontre des parents et de leurs camarades pour échanger sur les conséquences de cette pratique. Retrouvons notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Partie de la Cité des enfants, la caravane du Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, accompagné de haut-parleurs, a sillonné quelques quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Objectif, sensibiliser sur les conséquences du mariage des enfants. Le point d'orgue de la caravane a été le centre d'écoute communautaire du quartier de Nyamakoro, où les autorités coutumières et populations attendaient les caravaniers pour des échanges. Nyamakoro aussi fait partie en fait des zones où nous avons beaucoup plus accès à la population pour les sensibiliser et où aussi il y a vraiment une diversité extraordinaire comme quartier. Donc pour nous, c'est vraiment une occasion de venir et de discuter avec les populations sur le mariage des enfants, pour les inciter vraiment à s'investir pour l'éducation des filles. Parce que ce qu'on leur a dit, c'est ça, pour permettre vraiment à ces filles-là de participer au développement de la société, au développement du pays. On reste au Mali, où pour amener les enfants et jeunes maliens à s'intéresser de plus en plus à la lecture, le Salon du livre et des auteurs s'est tenu à la Bibliothèque nationale de Bamako. Tout le week-end, les élèves, étudiants et parents ont pu découvrir les auteurs, surtout africains et plus précisément maliens. On retrouve Mohamed Danyoko à Bamako. Dans les allées de la Bibliothèque nationale, une dizaine de maisons d'édition exposent les livres de leurs auteurs.
Entre les romans, les livres du programme scolaire et ceux des contes, les frères Diallo ont fait leur choix. J'aime plutôt les contes. Si on est à l'école, c'est pour travailler. Mais avec les pauses, mais avec la télé, on embrouille les enfants. Ce salon vise à faire de la jeunesse malienne une jeunesse qui lit. Ces salons, parce que actuellement la jeunesse malienne ne s'intéresse pas à la lecture. Donc pour booster la lecture et la culture au Mali, on a initié le salon du livre et des auteurs pour leur donner le goût de la lecture et réhabiliter l'éducation malienne à travers cela. Un mot de culture avec l'exposition Trésor de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar. C'est à Rabat qu'elle prend place jusqu'à la fin du mois de janvier. Calligraphie, archéologie, architecture et ethnographie, une multitude d'œuvres que je vous propose de découvrir dans ce récit de Souel Jalil. 13 siècles d'histoire, 250 œuvres d'art patrimonial et contemporaine, Trésor de l'Islam en Afrique lève le voile sur les riches facettes du patrimoine archéologique et civilisationnel africain et met en valeur les talents et les richesses dont regorge le continent. Dans cette exposition, vous verrez qu'on remet en question un certain nombre de préjugés. On montre en effet qu'il existe une pluralité, une richesse de pratiques religieuses, mais qu'il n'y a qu'un seul islam, qu'il n'existe pas d'islam spécifique en Afrique subsaharienne. Alliant art, archéologie, architecture et ethnographie, le but de cette manifestation est de montrer comment l'islam est arrivé en Afrique subsaharienne, un parcours scindé en 3 axes, les chemins de l'islam, les gestes du sacré et les arts de l'islam au sud du Sahara. Que faut-il savoir sur le suivi médical des chevaux? Notre équipe a rencontré pour vous les spécialistes en la matière au salon du cheval d'El Jadida. Les détails avec Anissa Araou. Si le cheval nécessite un accompagnement rigoureux tout au long de sa vie, des vétérinaires sont à disposition au salon du cheval pour intervenir en cas d'incident. Ces spécialistes médicaux agissent en amont pour sensibiliser éleveurs et cavaliers sur toutes les mesures à prendre en considération pour l'épanouissement des bêtes. Le rôle du vétérinaire, et surtout le vétérinaire privé pendant le cheval, c'est d'assurer la permanence sanitaire. S'il y a un pépin ou un problème chez un cheval, donc l'éleveur il fait appel au vétérinaire qui assure la permanence. Et sur le moment, il intervient pour amener des soins au cheval. Et si on a besoin de faire des investigations, là on part vers d'autres examens complémentaires comme la radio, l'échographe ou autres. À travers des acteurs venus du monde entier, le Salon du Cheval contribue considérablement à l'avancée du secteur équin. Chaque année, les visiteurs n'en finissent pas d'apprendre et d'être épatés par la sensibilité et la beauté de cet animal. Événement phare de ce salon du cheval d'El Jadida, le Grand Prix Mohamed VI de Toubourida, la célèbre fantasia marocaine qui a mis en compétition des équipes représentant les 12 régions du Maroc. Noa Bazir. Dans la culture marocaine, le cheval ne peut être dissocié du rite de la Tboreda. Le salon du cheval d'El Jadida est marqué par la tenue du Grand Prix Mohamed VI de Tboreda. Cette pratique, dont le nom dérive de Barod, qui signifie poudre à canon, regroupe les meilleurs cavaliers et sorbats marocains représentant les 12 régions du pays. La Tboreda est considérée comme un art dont le cheval barbe ou arabe barbe est le symbole. On se prépare bien avant pour que les cœurs des cavaliers soient en symbiose afin de pouvoir très bien entamer Tboreda et que Dieu y mette sa baraka. De génération en génération, la Tboreda conserve une forte dimension spirituelle, notamment du fait qu'elle met le cheval au centre d'un spectacle haletant et impressionnant. Au pied des montagnes de l'Atlas, au cœur de Marrakech, la ville ocre, le club de golf Nouria a ouvert ses portes en 2014. Le complexe a été conçu par l'architecte américain Steve Forrest. Visite guidée de 7 oasis avec Bassam Dejari et Sana Yassari. Un golf de 18 trous, construit sur 75 hectares. Une de ses particularités ou la spécificité, c'est déjà qu'il est assez proche de la ville, dont on est à quelques minutes de l'avenue de Mohamed VI. C'est un avantage. C'est aussi un golf adaptable à tous les niveaux, donc un débutant comme un pro, je dirais. Donc on a des départs selon le niveau du joueur pour adapter le terrain à tout le monde. Le club emploie une cinquantaine de personnes qui veillent au quotidien sur la qualité du gazon,
L'installation dispose également d'un mode d'arrosage respectueux de l'environnement. Des atouts de Nouria, ce sont ces installations d'entraînement, le practice, donc long jeu, petit jeu, potting, chipping, sortie de bunker. Tout est à la disposition du joueur, encore une fois à tous les niveaux, pour profiter de sa journée, de son passage à Nouria. Le club de golf Nouria aspire à devenir un acteur clé du tourisme golfique au Maroc. Il vise également par le biais de son programme académique à contribuer au développement et à la démocratisation de la pratique de ce sport dans le royaume. Nous entamons la deuxième partie de notre émission avec Africa Tech, le magazine dédié aux nouvelles technologies sur Medi 1 TV Afrique. La blockchain était au cœur du dernier numéro d'Africa Tech. Cette technologie au potentiel immense est largement utilisée dans la crypto-monnaie. Elle est actuellement au cœur des échanges dans l'écosystème numérique et particulièrement celui de la finance technologique communément appelée FinTech. Cette technologie est également au centre d'un concours d'Open Innovation qui fait étape à Dakar. Le reportage d'Alexis Lekogo et Christian Roland-Camoni. Face aux organisateurs du concours, ces jeunes start-upers sénégalais sont venus présenter leur projet. Lamine Gueye est l'un des participants. C'est un entrepreneur numérique. Pour faire partie des lauréats de ce concours technologique, il propose une solution innovante qui facilite notamment le paiement des créances. Les collectivités territoriales qui sont au niveau du monde rural ont du mal à faire ce que l'on appelle la perception de l'impôt. Et sans l'impôt, les communautés rurales ne peuvent pas mener à bien leur politique ou bien vont le mener de manière très difficile. Raison pour laquelle on a essayé de voir quelles solutions leur proposer de manière technologique pour qu'ils puissent maintenant passer en avant par rapport à leur collecte d'impôts ou bien à des solutions de paiement par rapport au mobile money. Le concours est initié par la Banque centrale du Maroc, Banque Al Maghreb, et l'institution Paris Europlace, ainsi que quelques partenaires stratégiques. Son objectif, mettre en place des solutions innovantes utilisant la technologie blockchain ou toute autre technologie digitale de rupture. En des termes simples, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations. La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique Bitcoin. Également désireux de faire partie des heureux élus, Maguette Silla propose une plateforme mobile qui permet de faciliter les transactions par chèque entre la banque et son client. Nous avons la chance de participer à ce challenge pour pouvoir vraiment proposer notre solution disruptive qui est aujourd'hui une plateforme de remise de chèques qui permet aujourd'hui à un tiers de pouvoir scanner un chèque et de donner l'information à la banque du partenaire afin de pouvoir retenir le montant qui a été retenu sur la transaction. La finale du concours aura lieu à Rabat au Maroc. Après avoir passé plusieurs phases de présélection, 8 start-upers y participeront. On recherche des start-up qui sont suffisamment matures, puisque la finalité de ce programme-là est de déployer des solutions avec la Banque centrale marocaine et ses partenaires. Donc il faut que les deux équipes soient au moins 2-3 personnes, avec quelqu'un du business, quelqu'un de la technologie, et qui soient déjà lancés sur le marché pour pouvoir leur donner l'accès, on va dire, à un client, on va dire, de cette taille-là, pour pouvoir déployer la solution et surtout grandir et scaler avec le client. À l'issue de l'étape de Dakar, les start-upers sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement personnalisé. Ensuite, les plus prometteurs participeront à un bootcamp avant de présenter leurs solutions lors d'un Demo Day à Rabat, durant lequel seront élus les 3 projets gagnants. Au programme de croissance verte cette semaine, l'érosion côtière et les moyens de lutter contre ce phénomène qui menace 120 km de côte au Sénégal. L'une de nos équipes s'est rendue en Casamance où dans certains villages, l'érosion détruit les habitations. Des jeunes de la communauté s'organisent là-bas avec les moyens de bord en attendant une solution durable. Ils ont reboisé certains endroits. Et c'est ce que vous allez voir dans cet extrait signé Oundey Maridia et Bachir Boudian. On va prendre le problème à bras-le-corps par nous-mêmes et trouver certaines solutions qui sont peut-être trouvées dans les médias, des gens qui peuvent porter
un peu plus loin les voix pour dire un peu le mal qui nous guette, qui est cette érosion côtière. Voilà, donc vous avez commencé à planter par là, je pense. Oui, c'est par là qu'on a commencé à reboiser. Voilà, il y en a ici. Donc ça a poussé, c'est déjà bien. Les pieds plantés il y a quelques semaines ont pris, au grand bonheur d'Aïssata. Bon, c'est comme ça, les filets vont grandir avec les herbes. On les avait reboisés au premier jour. Même si tous les pieds n'ont pas repris, mais on voit qu'il y a beaucoup de pieds qui sont dynamiques, qui ont repris. Et ça encourage. Bon. C'était pas facile, mais quand on voit le résultat déjà, ça émet. Et ça nous donne le courage de reprendre, de faire encore beaucoup plus d'actions. Djemberin, ce village du Sénégal situé en Basse-Casamance, dans le sud du pays, à environ 510 km de la capitale Dakar, est frappé par l'érosion côtière. Ici, la menace est réelle et les dégâts sont visibles. Les filaos et autres espèces qui servaient de rempart pour barrer la route à l'avancée de la mer sont déracinés et certains sont emportés par les eaux. À Dakar, la salle de boxe Cœur of Champions entend utiliser cette discipline pour freiner l'immigration au Sénégal, où beaucoup de jeunes tentent chaque année de rejoindre l'Europe. On apprend à ces jeunes la discipline, le dépassement de soi pour une meilleure réinsertion dans la société. Le récit de Régis Moukila. Dans cette salle, baptisée Cœur of Champions, située aux Almadies, des boxeurs trempés de sueur s'entraînent depuis des heures. D'autres s'exercent à cogner fort sur des sacs en cuir pour augmenter leur force de frappe, mais surtout montrer leur détermination à conquérir le monde de la boxe sous l'œil vigilant et parfois réprobateur de Souleymane Baye. Cet ancien boxeur français d'origine sénégalaise, triple champion du monde, veut à travers cette salle forger l'élite des boxeurs africains de demain et offrir aux jeunes une autre voie que celle de l'immigration. C'est des garçons, comme on sait beaucoup en Afrique, qui ont beaucoup de volonté, qui sont prêts à souffrir, qui sont prêts à se dépasser. Et donc c'est toutes les forces ou toutes ces qualités-là qui sont bonnes, en tout cas pour la boxe. Et donc c'est toutes ces choses-là où j'essaie de les mettre en valeur. Donc pour ce fait, c'est que quand ils viennent me voir, je dis tout d'abord, on apprend à boxer, apprendre à savoir se canaliser, à apprendre à se connaître et de leur dire des choses qui sont réalisables. C'est beaucoup d'informations et de dire voilà, tout ce que grâce à la boxe, vous pouvez visiter, vous pouvez voyager, mais tout en restant ici. S'exerçant sur le ring, cette ressortissante nippone est une habituée de la salle. Elle est membre d'une structure japonaise qui œuvre dans le social au Sénégal, plus précisément à Dakar. Madoka est souvent en contact de ces jeunes qui ont tenté de rejoindre l'Europe par la Méditerranée au péril de leur vie. La boxe comme moyen de freiner l'émigration clandestine, une initiative qu'elle apprécie. Je pense que c'est un bon projet parce qu'il est plus facile d'aller en Europe ou aux États-Unis pour gagner de l'argent. Mais c'est mieux que les gens restent au Sénégal pour tisser des liens d'amitié ou d'autres choses qui vont participer au développement du pays. La salle est pleine de nouvelles recrues. Abi est une jeune Sénégalaise passionnée de boxe. À peine arrivée, elle s'échauffe avant de rejoindre le groupe pour des sessions physiques. Cela fait 3 mois qu'elle vit pleinement sa passion afin de se surpasser. J'aime la boxe. En plus, Idrissa Gueye, c'est mon ami, c'est lui qui m'a poussé à faire la boxe. Ça me fait même plaisir. Parce que ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire ça. À travers cette discipline, Souleymane Baye espère ralentir le flux de l'émigration clandestine au Sénégal qui atteint un niveau alarmant depuis les années 2000. Très prochainement, il compte se rendre aux États-Unis en compagnie d'un de ses boxeurs pour une compétition, mais aussi de potentiels partenariats. Autre objectif, une sélection d'une de ses pépites aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, dont les qualifications débuteront en février prochain à Dakar. Et c'est ainsi que s'achève votre émission L'Afrique en mouvement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. À très prochainement.